Je voudrais aborder, bien entendu, les événements qui se sont produits au cours des derniers jours à Paris. Parce que ce sont des événements, évidemment, extrêmement dramatiques. Extrêmement dramatiques. Je dois avouer que j'ai été personnellement très triste. Alors, on ne peut pas faire comment dirais-je, de distinguo entre les morts, mais c'est vrai que pour moi, Cabu était un dessinateur que j'aimais beaucoup. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, c'était un dessinateur quand même de grand talent. Et je me rappelle parfois, dans des dessins qu'il avait faits, notamment dans Le Canard enchaîné, des dessins dont je me garde la mémoire depuis il y a une trentaine d'années, qui étaient des dessins qui étaient quand même extrêmement percutants. Donc, comme tous les Français, ou la quasi-totalité des Français, j'ai été, comme tout le monde, extrêmement ému de cette affaire, de ces assassinats, qui d'ailleurs n'ont pas concerné que des dessinateurs. Je rappelle que les assassinats, il y en a eu plusieurs séries. Je rappelle que les assassinats ont frappé des Juifs dans l'hypermarché de la Porte de Vincennes, ont frappé une policière noire, une de nos compatriotes antillaises, ont frappé 2 musulmans. On a un peu tendance à l'oublier, qui travaillait à Charlie Hebdo, le correcteur d'une part, et puis un policier qui ne travaillait pas à Charlie Hebdo, un policier qui était sur le trottoir. Donc ces attentats ont frappé en fait des Français de toutes les origines et de toutes les confessions, y compris des musulmans. Donc ça, c'est un premier point qui est important, qui a un peu eu tendance à être occulté par les médias. La deuxième chose, c'est que face à un événement aussi dramatique, bien entendu, tout le monde ne peut être que saisi d'effroi. Mais être saisi d'effroi et être ému n'empêche pas de faire preuve de sang-froid. Et notre mouvement politique est un mouvement qui aspire à accéder aux plus hautes responsabilités de l'État pour redresser la France. Et donc, le rôle d'un chef d'État, ça n'est pas de s'emballer parce que d'un seul coup, il y a une espèce d'hystérie largement entretenue par les médias, sans y regarder d'un petit peu plus près. Nous avons donc publié un premier communiqué, comme vous l'avez vu, sur cette affaire, qui, en présentant bien entendu nos condoléances les plus attristées aux familles de toutes les victimes, et pas de certaines d'entre elles, face à cet événement, nous avons demandé un certain nombre de choses. La première chose que nous avions demandé, c'était que le gouvernement fasse tout son possible pour arrêter les malfaiteurs, les auteurs de ces abominations, vivants. Malheureusement, ça n'a encore pas été le cas. Malheureusement, nous avons encore eu affaire, je dis malheureusement parce que, d'abord, moi, personnellement, à titre personnel, je suis contre la peine de mort, mais par ailleurs, pour mener une enquête à fond, pour découvrir quels sont les tenants et les aboutissants d'une affaire, il faut tout faire pour arrêter vivants les auteurs de ces crimes. Donc ça, nous l'avons demandé. Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet. Par ailleurs, nous avons demandé, ça reste toujours valable, que l'enquête se poursuive. On ne va pas s'arrêter là. Quand il y a des crimes de cette nature, il est du devoir de la police et de la justice de partir maintenant à la recherche de toutes les explications. D'où viennent les armes ? Elles sont numérotées. On doit pouvoir retrouver d'où elles proviennent. Qui les a financées ? Puisqu'on connaît maintenant les auteurs présumés de ces attentats, présumés, bien qu'il n'y ait pas eu de justice, vous savez, tant que un tribunal ne s'est pas prononcé, on ne sait pas encore, mais ce sont les auteurs présumés. Il faut maintenant voir passer au peigne fin les réseaux financiers qui sont derrière. Il faut essayer de voir aussi où est-ce qu'ils ont pu être formés, dans quel lieu, quels objectifs. Il faut certainement également clarifier les éventuelles connaissances qu'on pouvait avoir, que les pouvoirs publics pouvaient avoir de ces personnes. Je rappelle quand même que Koulibaly, l'assassin de la Porte de Vincennes, a été reçu par le président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'Élysée. Au bout de quelle procédure ? Qu'est-ce que la police savait de lui ? De façon plus générale, d'ailleurs,
il semble que les auteurs de ces abominations étaient connus des services de police, puisqu'on lit dans la presse que notamment les frères Kouassi, qui sont suspectés, enfin les auteurs probables des crimes de Charlie Hebdo, étaient, paraît-il, d'après ce que je lis dans la presse, sur la liste no-fly des États-Unis, c'est-à-dire n'avaient pas le droit de se rendre aux États-Unis. Comment se fait-il qu'ils aient été laissés dans la nature? Alors ceci est évidemment d'autant plus important que ce qui nous inquiète, nous, ce sont les campagnes médiatiques qui jouent sur l'émotionnel, veulent écarter la réflexion nécessaire, veulent écarter tout questionnement. On en est arrivé maintenant où poser des questions devient presque suspect. Il est normal, dans une démocratie, de poser des questions et de ne pas avaler tout cru des informations que l'on nous donne. Donc, ce qui nous inquiète, et si ça nous inquiète, c'est parce que nous avons vu ça, malheureusement, l'histoire nous enseigne que c'est déjà arrivé. Vous connaissez mon goût pour l'histoire et vous savez que lorsque des événements se sont déjà produits dans l'histoire, ils peuvent se reproduire. Ce qui nous inquiète, c'est que cette volonté de chauffer à blanc l'opinion publique française n'est en définitive pour objectif au bout du compte que de favoriser des prises de mesures coercitives, notamment attentatoires aux libertés publiques. J'ai déjà vu d'ailleurs, vous l'avez vu comme moi, que le lendemain ou le surlendemain, Madame Valérie Pécresse a tout de suite demandé un Patriot Act à la française et qu'un certain nombre de voix s'élèvent. Je vois qu'il y a même des sondages qui fleurissent ici ou là pour demander sur Internet est-ce que vous êtes d'accord pour un peu moins de liberté et un peu plus de sécurité. Alors notre premier communiqué a beaucoup insisté sur le fait que nous appelons tous les Français, toutes les Françaises et tous les Français à être d'une extrême vigilance sur cette situation. Parce que, en vertu de quoi faudrait-il surveiller tout le monde? Nous, on voudrait déjà qu'on surveille ceux qui normalement auraient dû être surveillés. C'est-à-dire que finalement, les services de police n'ont pas surveillé les frères Kouassi et Koulibaly, qui pourtant étaient surveillables, si j'ose dire, puisqu'ils étaient sur les listes des criminels. Mais on prétend maintenant qu'on va augmenter la surveillance de 65 millions de Français. Donc il faudrait déjà se focaliser sur la surveillance de ceux qui le méritent. Deuxièmement, c'est du pur bon sens, mais ça mérite d'être rappelé. Parce que la meilleure façon de retirer, comment dirais-je, l'esprit critique aux gens, c'est d'organiser ce qui vient de se passer. Alors nous avons fait un deuxième communiqué où nous avons indiqué que nous avons, tout en respectant bien entendu le deuil des familles, en partageant l'émotion collective, nous avons dit qu'en tant qu'organisation, l'UPR ne participerait pas à la manifestation qui a eu lieu dimanche, aux manifestations qui ont eu lieu dimanche. Nous avons d'ailleurs laissé libre, regardez notre communiqué, nous avons laissé libre les adhérents et les sympathisants de l'UPR qui le souhaitaient d'y aller, bien entendu. Bon, l'UPR, c'est un mouvement de gens libres. Bon, donc ils n'obéissent pas au coup de sifflet de ce qu'on peut leur donner. Simplement, nous avons dit qu'en tant qu'organisation, nous ne voulions pas y participer. Nous ne voulions pas y participer parce que tout ça reste encore bien confus, parce qu'on est encore quelques jours après les événements. Et vous savez ce que je dis dans ma conférence sur l'histoire de France, c'est ce fameux proverbe de Hegel qui dit « La chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit ». C'est-à-dire que ce n'est que bien longtemps après que les événements se sont déroulés que l'on commence à les comprendre. Donc nous ne voulons pas verser dans les motifs. Nous voulons raison garder. Parce qu'un chef d'État et un parti qui aspire à accéder aux plus hautes fonctions doit être un parti et un mouvement politique responsable et qui ne doit pas s'emballer. Quand je vois que M. Dupont-Aignan a appelé à l'instauration de l'état d'urgence, c'est quand même... Encore une fois, les événements sont très graves. Enfin, l'état d'urgence, où allons-nous? C'est quelqu'un qui a perdu son sang-froid. Il faut garder raison et poursuivre l'enquête pour tenir tous les tenants et les aboutissants. Et c'est ce que nous avons rappelé dans ce deuxième communiqué. C'est qu'aller défiler derrière M. Hollande,
qui portent, et derrière les dirigeants européistes qui se sont invités à cette manifestation, ce sont des gens qui portent une responsabilité écrasante dans le développement de l'islamisme, comme on le dit. Islamisme dont, heureusement, ils ont quand même rappelé qu'il fallait le distinguer de l'islam. Cet islamisme qui naît sur le terreau notamment des régimes du Moyen-Orient qui ont été abattus par les Occidentaux. Je rappelle quand même, je ne suis pas là bien entendu pour défendre le régime de Kadhafi, le régime de Bachir el-Assad, le régime de Saddam Hussein. Mais il se trouve quand même que c'était des pays stables et des pays, d'ailleurs, s'agissant de la Syrie et de l'Irak, des pays dirigés par le parti Baas, qui est un parti laïque, inspiré d'ailleurs des idéaux français de la laïcité, et dans lequel l'Irak et la Syrie, qui sont des pays où j'étais allé il y a un certain nombre d'années, où l'on pouvait constater que toutes les communautés religieuses vivaient en paix. Alors certes, leurs dirigeants n'étaient pas des grands démocrates, c'est exact. Mais est-ce que les dirigeants de l'Arabie saoudite ou du Bahreïn sont des grands démocrates, ou du Qatar? Et puis par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et leurs supplétifs, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne. Alors vous savez qu'on n'est pas en Irak, puisque justement Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient déjoué cet amalgame, mais que malheureusement nous avons été parmi les premiers à intervenir en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces interventions laissent ces pays-là dans un état d'anarchie galopante, de seigneurs de la guerre, dans un état de purulence qui, en définitive, se retourne justement contre les minorités religieuses et favorise l'islamisme que l'on prétend combattre. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, vous le savez comme moi, vous avez les pays du Maghreb, les pays du Sahel, les pays du Moyen-Orient qui sont déstabilisés les uns après les autres. Donc c'est quand même quelque chose de très grave. Et que d'aller manifester derrière quelqu'un comme François Hollande, nous voulons que François Hollande et Laurent Fabius, qui avait dit du front Al-Nosra en Syrie il y a encore quelque temps, on a toutes les citations, qui faisait du bon boulot en Syrie, c'est-à-dire qu'on finançait, qu'on armait l'opposition à Bachir el-Assad, qui en fait, cette opposition, c'était pour l'essentiel des islamistes, nous exigeons maintenant qu'ils rendent des comptes au peuple français. On est d'ailleurs dans une situation où nous sommes dirigés étymologiquement par des irresponsables, c'est-à-dire des gens qui ne répondent pas de leurs actes. Nous serions dans un pays normal. Compte tenu de ce qui s'est passé, le ministre de l'Intérieur, pour ne pas dire le Premier ministre, aurait dû présenter sa démission. À titre même symbolique, parce que l'État a failli. L'État devait protéger ses citoyens, l'État a failli. Et au lieu de quoi, on voit quasiment M. Valls défiler dans la rue pour protester contre l'inaction du gouvernement. Il y a quand même... Non, mais c'est grave. C'est grave parce que... c'est très grave. Parce que c'est une façon que les dirigeants de notre pays trouvent pour se dédouaner de leurs responsabilités. Et nous ne nous laissons pas intimider. Nous posons les bonnes questions. Nous posons les questions du financement des mouvements islamistes par le Qatar, par l'Arabie saoudite. Nous posons des questions sur l'ensemble des responsabilités des gens qui étaient à la tête de ces manifestations. Alors j'ajoute, vous avez vu notre communiqué, à la tête de ces manifestations, il n'y avait pas que les dirigeants français et les dirigeants de l'Union européenne, mais il y avait des gens, c'était parmi les dirigeants de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, qui est quand même président de la Commission européenne, qui est quand même l'organisateur de détournements extraordinaires, d'évasion fiscale extraordinaire, qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros au profit de grandes entreprises. Personne ne lui demande de compte. Parmi les gens qui étaient en tête de cortège, j'ai vu, parce que j'aime bien regarder les têtes, j'ai vu qu'il y avait M. Thorbjørn Jagland. Thorbjørn Jagland, qui est à la tête, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, mais qui se trouve être aussi le président du Comité Nobel de la paix. Alors je vous renvoie à ma conférence sur la tromperie universelle. C'est lui qui a fait en sorte que M. Obama soit prix Nobel de la paix. Bon, Obama, prix Nobel de la paix. Je signale quand même que nous avons des dirigeants qui ont du sang sur les mains pour être intervenus dans tous les pays que j'ai cités.
Et puis, en plus de ça, vous avez vu arriver des gens qui se sont invités, qui ont transformé ces manifestations en une espèce de Barnum, dont maintenant, d'ailleurs, que l'événement s'est passé, alors là, l'UPR a été bien isolé le samedi 10 janvier, quand on a dit qu'on n'allait pas y manifester. Mais je vois que maintenant, là, il y a eu une émission sur la télévision belge qui montre l'indécence de la participation d'un certain nombre de personnalités internationales qui sont venues et qui viennent donner des leçons sur la lutte contre le terrorisme, le respect de la démocratie et de la liberté. Vous avez tous les noms à l'esprit, je n'insiste pas. Je voudrais quand même insister sur un point également important, c'est qu'il faut que les Français fassent attention aux manipulations. C'est l'objectif même de la création de l'UPR. Au cours de la semaine qui s'est écoulée, il y a eu des crimes épouvantables qui ont été commis par des islamistes de Boko Haram au Nigeria. On ne sait pas non plus d'ailleurs d'où viennent les financements, encore une fois. Mais il y a eu quand même, selon les observateurs, 2000 morts, hommes, femmes et enfants, qui ont été massacrés. Le président du Nigeria en a reconnu 150. Et pourtant, paraît-il, dans les médias du Nigeria, il n'y en avait que pour les 17 morts en France. On ne doit pas faire de distinguo entre les morts. Ce sont toutes des abominations. Mais il y a quand même une très grande indécence à la façon dont on mobilise l'opinion publique française sur les morts épouvantables qu'il y a eu à Paris et sur le silence absolu que l'on garde sur ce qui se passe dans le reste du monde et sur les responsabilités que portent les gens qui nous dirigent. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, encore une fois, tout le monde pouvait aller y manifester, mais nous avons dit que nous ne voulions en aucun cas cautionner cette opération, qui est une opération politicienne assez indécente. J'ajoute également que nous avons le regret de constater que tout est fait pour faire croire aux Français que la démocratie et la liberté d'expression seraient l'équivalent, synonyme, des caricatures de Charlie Hebdo. Je suis de ceux qui pensent que l'on doit tout autoriser. Mais néanmoins, je rappelle que si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme de 1789, normalement, la liberté, si vous voulez, notamment la liberté de diffusion, etc., c'est quand même qu'il n'y ait pas un abus. Je voudrais citer ce que disait Confucius, qui disait, que ça a été repris ensuite d'ailleurs par les évangiles, c'est que ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. J'avoue que je ne connaissais pas bien Charlie Hebdo, j'avoue que j'ai regardé, j'avoue que j'ai trouvé des caricatures que j'ai trouvées assez incroyables. Voilà. Que ce soit d'ailleurs contre l'islam, mais aussi contre le judaïsme, mais aussi contre l'Église chrétienne, notamment le catholicisme. Et je trouve personnellement... Alors, bon, très bien, on est dans un pays de liberté, un pays de libre expression, très bien. Bon. Mais en tout cas, faire croire aux Français que ce serait ça la démocratie et la liberté d'expression, non. La démocratie et la liberté d'expression, ce sont des sujets beaucoup, beaucoup plus graves, beaucoup, beaucoup plus sérieux, qui devraient au contraire mobiliser l'opinion publique et sur lequel je ne pense pas que Charlie Hebdo se soit d'ailleurs beaucoup exprimé. Je ne suis pas sûr d'avoir vu dans Charlie Hebdo, mais je ne suis pas un expert, j'ai simplement vu les quelques caricatures qui circulent. Je n'ai pas vu sur Charlie Hebdo que tel ou tel grand patron du CAC 40 à poil en train de se faire par exemple. Ça, j'ai pas vu. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus beaucoup de critiques sur l'Europe. Donc nous, on pense que redonner sens à la démocratie, c'est redonner aussi aux Français la hiérarchie des priorités et des problèmes. La démocratie et la liberté d'expression ne doivent pas se transformer en une façon de jeter de l'huile sur le feu pour favoriser les communautarismes. Nous sommes contre tout communautarisme. Tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, y compris ceux qui n'en ont pas, doivent pouvoir se sentir bien en France. Et il doit y avoir, je pense, moi personnellement, j'ai été élevé, on m'a appris quand même à respecter autrui et à ne pas, quand je vais par exemple, quand je suis invité chez quelqu'un, je ne mets pas les pieds sur la table et je lâche pas des flatulences en disant que la maîtresse de maison est... Voilà, en gros. Donc, pour nous, la liberté d'expression et la démocratie, c'est autre chose.
Pour nous, la liberté de la démocratie, c'est d'abord de débattre des vrais sujets. On en a dressé toute une liste. Quel est le coût de la construction européenne pour la France? Quel est le coût de ce qui est en train de se passer avec la Grèce? Pour la France, si on maintient la Grèce dans l'euro, on évalue maintenant que ça peut nous coûter 40 milliards d'euros. Quelle est la politique de la France vis-à-vis de la Russie, avec les conséquences effrayantes du refus de livrer les navires au régime de Poutine? On voit maintenant que nous sommes en train de perdre des marchés, notamment en Inde. Quelle est la politique de la France vis-à-vis des néo-nazis en Ukraine, en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, que l'on soutient? Quelle est la politique de la France vis-à-vis de la dette publique? Peut-on avoir un débat en France sur les grands médias? Pas un truc avec Mme Le Pen qui dira oui, la dette c'est pas bien et d'ailleurs je suis pour la peine de mort. Parce que ça s'est fait pour pourrir comme d'habitude. Nous voulons des débats approfondis et pas des trucs comme on n'est pas couché. Hein. Un débat approfondi, sérieux, où les gens puissent s'exprimer, exprimer chacun leur point de vue. Nous voudrions qu'il y ait des débats sur l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet sereinement et légitimement de sortir de l'Union européenne, alors que l'existence même de cet article est interdite de facto des grands médias français. Nous voudrions qu'il y ait un débat sur la sortie de l'OTAN en vertu de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, parce que nous estimons là aussi qu'on a le droit d'en débattre et de débattre de sortir de l'OTAN. Donc si nous voudrions aussi qu'il y ait un débat, je l'ai dit, je le redis, sur les connexions qu'il y a entre les services secrets occidentaux, français notamment, et les financeurs des mouvements islamistes du Moyen-Orient. Voilà les vrais débats qu'il doit y avoir. Alors bien sûr, le Charlie Hebdo peut continuer à faire son truc, mais vous savez qu'il n'avait plus, paraît-il, que quelques centaines d'abonnements. En revanche, si on veut rétablir la paix civile, si on veut la concorde entre les citoyens français, il faut redonner à la politique sa noblesse. Donner à la politique sa noblesse, c'est aborder enfin les vrais sujets pour que tout le monde puisse en débattre librement et que les Français et les Françaises de toutes les origines, de tous les âges, de toutes les convictions politiques et religieuses, y compris ceux qui n'ont pas de religion, eh bien, puissent en réalité s'exprimer, exercer leur devoir de citoyens français. Plus on redonnera du sens à la politique, et plus on verra d'un seul coup que les gens quitteront les mauvais bergers qui leur conseillent de passer à des actions criminelles, qui ne mènent en définitive qu'à la misère et au désespoir. Je ne voudrais pas terminer ces vœux avec une période aussi triste, même si les événements en ce moment sont quand même très graves. Je crois qu'il est de la responsabilité d'un responsable politique d'arrêter de crier au feu, d'appeler tous les Français à la concorde. C'est un beau mot, la concorde. C'est un mot hérité de la Révolution française, la place de la concorde. Nous ne sommes pas pour le choc des civilisations. Rappelez-vous le programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011. Nous sommes pour la concorde des civilisations. Nous sommes pour favoriser la bonne entente entre les Français. Et la première chose qu'il y aura pour favoriser la bonne entente entre les Français, c'est déjà que le peuple français récupère son droit inaliénable à disposer de lui-même. Tous mes vœux pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers pour cette nouvelle année 2015. Merci beaucoup.